je vais présenter très rapidement les uns et les autres. Donc, en commençant par ma gauche, donc Madame Virginie Lemay est directeur général de l'UMR. Je dirai un peu plus ce qu'est l'UMR. Et il n'y a que des positionnements assez complémentaires du monde institutionnel français, plutôt du monde de la retraite. Et aujourd'hui, la réunion des fonds de pension, donc on s'inscrit bien là. Alors, le 9 novembre prochain, je ne vais pas vous chier sur la publicité, on aurait une autre réunion, plutôt investisseurs européens, et on aura effectivement des assureurs, d'autres investisseurs de long terme. Salwa Soukaya, qui est responsable des investissements du Fonds de réserve pour les retraites. Alors, nous avons avec nous Olivier Rousseau aussi, qui est au cœur de ce groupe, mais dans le paysage institutionnel français, qui a une place historique très particulière. Au centre, peut-être, et ça fait du hasard, chez François-Xavier Sellec, qui est directeur général de l'Agir Carco. L'Agir Carco fédère l'ensemble des caisses de retraite des salariés, qui fédère Régis. On avait une réunion en juin où on a vu qu'il y avait un URSSAF national qui grignotait beaucoup d'autres choses. Mais bon, c'est quand même le cœur des contacts avec les sociétés, les cotisants, les ayants droit. C'est voilà, la partie vivante et active de ce monde de la retraite du privé. Madame Catherine Vialonga, que chacun connaît aussi, est responsable des investissements, stratégie financière de l'ERAF. Catherine, on redira un petit mot aussi de ce qu'est l'ERAF. Et puis, à ma gauche extrême, si j'ose dire, peut-être, je crois, Monsieur Philippe Vercouet, qui est président d'une caisse de retraite de profession libérale, mais quand même avec une caractéristique un peu particulière, qui nous présentera tout à l'heure, c'est la caisse de retraite des pharmaciens. Et je crois qu'il y a des points un petit peu particuliers à noter. Je voulais remercier à nouveau, Monsieur le gouverneur, je me tourne vers vous, Monsieur Jacques de la Rosière, qui intervenait tout à l'heure, parce que vous nous avez donné quand même l'essentiel paysage et du fond de paysage qui est le nôtre aujourd'hui. Les caisses de retraite en France traduisent un problème de démographie qu'on connaît un peu partout ailleurs sur la planète, bien sûr, mais vous nous avez rappelé que globalement, la somme du trésor, des réserves qu'on avait pour assurer ces retraites était quand même pas parmi les plus grands en Europe ou sur la planète. Alors, heureusement que c'est plutôt assez bien géré. Vous nous avez rappelé aussi tout ce qu'impliquent les DOMA, la trappe à monnaie, tous ces éléments-là qui sont quand même une donnée importante. Et nous, on va essayer de regarder aussi comment les caisses de retraite investissent sur le long terme. Et j'ai intitulé cette table ronde pour trouver un titre comme ça, la France à la croisée des chemins. On est toujours à la croisée des chemins, on a toujours des décisions à prendre, mais là, effectivement, il faut gérer dans ce monde avec les contraintes telles que vous les présentiez et qui sont une réalité objective. Donc, il faut faire, évidemment, écouter vos propos, la bonne analyse sur laquelle il faut rester assez vigilant et clair. Je ne parlerai pas de quelles contraintes réglementaires, comptables ou autres qui peuvent exister, s'éditionner, mais retenir juste 2-3 mots de ce que nous disait Patrick de Cambourg, président de l'autorité de l'ordre comptable, mais aussi président de la task force de l'EFRAG-Lab. Vous avez vu ce nouvel outil qui, pour la Commission européenne et nouvelle terre de mission, je ne sais pas qui j'emploie ce terme tout à l'heure, de la France, regarde la comptabilité extra-financière, qui est un élément de lecture de l'ESG. Alors, je reprends son terme, aussi un bien commun des entreprises, des gérants et des investisseurs. Bien, je vais démarrer. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai préparé, je ne sais pas si ça peut être… Oui. On l'a présenté tout à l'heure pour M. de la Rosière, donc je sais que là, je suis un peu taquin, Nicolas. J'avais préparé un petit support pour présenter l'UMR rapidement et puis rappeler aussi quels sont les enjeux aujourd'hui d'une… Alors, l'UMR, c'est une union mutualité et les populations. Oui. Ouais.
Donc, l'UMR, Union Mutualiste Retraite, créée en 2002, dans le cadre d'un régime créé après-guerre pour les enseignants de la fonction publique. Et ce régime était arrivé finalement à bout de souffle parce qu'il avait été créé en mode répartition. Et à la fin des années 90, il n'y avait plus suffisamment d'actifs pour pouvoir supporter les rentes des retraités au moment où, enfin des retraités en cours de retraite et les futurs retraités. Donc le régime a été liquidé et repris par une union mutuelle, donc l'Union Mutualiste Retraite, qui, sur l'initiative d'un certain nombre de mutuelles de la place française, et qui souhaitait continuer à offrir une solution de retraite à effectivement toujours les enseignants, mais aussi aux fonctionnaires de Bercy, et puis de manière beaucoup plus large à l'ensemble de la population française qui souhaitait cotiser à ce régime. Alors, c'est un régime particulier puisque c'est un régime en points. Donc, c'est le troisième niveau des régimes. C'est la retraite supplémentaire à titre facultatif. Pilier. Donc, c'est exactement ce qu'on peut appeler le pilier 3. La particularité de l'UMR, c'est que c'est un organisme totalement indépendant, alors qui a été créé en 2002 avec 3 millions d'euros de fonds d'établissement, ce qui est assez faible, pour, à l'époque, 7 milliards d'engagements. Les réglementations sont venues compliquer un peu les modes de gestion et de pilotage de ce régime. Et de ce fait, avec l'arrivée de Solvabilité 2 en 2016, très vite, il est apparu nécessaire aussi d'avoir des fonds propres supplémentaires. Donc, nous avons procédé à des émissions d'emprunts, de TFDI, des emprunts participatifs également. Aujourd'hui, nous avons un peu plus de 300 millions d'euros de fonds propres par la mise en réserve de nos résultats. Pour autant, ça reste insuffisant puisque au global, nous avons 9 milliards d'engagements et nous avons à peu près 11 milliards en valeur économique d'actifs sous gestion. Donc, ça représente quand même un très gros volume d'actifs. Et nous avons été obligés de nous renouveler avec notamment les différentes réglementations passées entre-temps, notamment la loi Sapin en 2017, la loi Pacte en 2019. Donc, nous avons aujourd'hui un produit plan épargne retraite, donc pour préparer la retraite, qui diffère des produits retraite en points. Parce que les produits retraite en points, si vous regardez le dernier capital d'aujourd'hui, les produits en points n'ont pas la cote, non plus la cote. C'est l'une des grosses questions qu'il faut se poser, c'est quel devenir de ces régimes en points, qui pourtant ont un intérêt évident quand on regarde le sujet de la retraite avec l'objectif de placement à des fins de retraite. Et aujourd'hui, avec le PER… On touche un point important. Ça permet à des gens qui ont des revenus, somme toute plutôt relativement moyens, de cotiser, de mettre de côté de l'argent qui est géré d'une façon mutualisée. Et jusqu'à des changements récents, cette retraite était elle-même aussi mutualisée. Maintenant, avec les options de sortie qui sont venues télescoper cette construction, plus les contraintes réglementaires, etc., Solvabilité 2, l'exercice c'est aussi facile, il y a une part d'aléa, c'est-à-dire aux horizons d'engagement de passif non plus la même force, la même qualité. Tout à fait. C'est un enjeu, enfin, je vais y venir, mais c'est un enjeu qui pour nous est très fort. D'abord, il y a l'allongement de la durée de vie, il y a l'environnement de taux bas, voire négatif, qui fait que nos engagements sont évalués sur les 90 prochaines années de manière plus significative, et le fait d'avoir lancé un produit universel, plan épargne retraite, qui vient concurrencer ou qui est concurrencé par les produits d'assurance vie, fait que nos horizons de placement peuvent être raccourcis, puisque le marché devient plus liquide et surtout plus concurrentiel. En tout cas, on n'a plus la même visibilité. Alors, on n'a plus la même prédictibilité, puisque effectivement, quand on a un enseignant qui rentrait à l'âge de 23 ans dans le régime, on savait qu'à 55, il quittait le régime pour partir en retraite et il lui restait à peu près 25-30 ans de durée de vie
à la retraite. Donc, tout ça a été extrêmement prédictible, on l'anticipait et on avait cette capacité à projeter l'ensemble de nos flux. Voilà. Aujourd'hui, c'est un peu moins vrai. On a encore un très gros volume de contrats en points en portefeuille, ça représente 85% de notre portefeuille, ce qui fait d'ailleurs au passage que nous sommes un organisme dédié. Et sous la réglementation de 2017, nous n'avons pas l'obligation de provisionner à 100% l'ensemble des engagements futurs. Donc c'est un point quand même assez important parce que en fonction des différentes orientations que nous pourrions avoir, et notamment le régulateur nous demande d'envisager des rapprochements avec des gros groupes, on perdrait cette spécificité d'organisme dédié. Ce qui veut dire qu'il faudrait provisionner à 100% des risques qui ne seraient pas sûrs d'arriver. Enfin, bon, voilà. Donc ça, on reviendra peut-être après en développant l'autre point qui est celui des placements que vous retenez. Moi, j'avais dans l'idée aussi qu'il y avait une place plus forte pour d'autres entités soumises au code de la mutualité et la solvabilité plus forte en action. On dira peut-être un mot pourquoi. Et ce qui est intéressant dans le panel aujourd'hui, outre la qualité des personnes qui les présentent et qui l'animent, c'est qu'on a une très bonne illustration de la mosaïque, de la diversité du type d'institution qu'on peut avoir en France. Peut-être je vais demander à Salwa ensuite, sans rappeler forcément, je pense que la plupart d'entre nous savent ce qu'est le fonds de réserve pour la retraite, mais peut-être un mot quand même sur ce qui était l'objet à l'origine, la façon dont ça se met très court, et puis pour arriver assez vite sur le sujet qui est aujourd'hui. Alors, il y a les chocs de l'histoire, il y a les chocs de la période Covid qui ont accéléré les choses, il y a la cadence impécunieuse, il y a beaucoup de choses. Il y a des contraintes de nature différente. Bonjour à tous. Oui, on peut dire effectivement que l'histoire de FRR est mouvementée. Alors, le FRR a été créé par la loi du 17 juillet 2001 avec pour objectif d'investir au nom de la collectivité des sommes en vue de contribuer au financement des retraites dans une optique de dégradation des équilibres liés à l'évolution de la démographie et notamment à la baisse du ratio de nombre d'actifs cotisants par rapport au nombre de retraités. Le fonds, initialement, a été abondé par des recettes fiscales qui provenaient d'une partie de la fiscalité sur les revenus des valeurs mobilières. Il a été abondé par des recettes de privatisation et une partie des licenciabilités. Ça va être aussi les privatisations, et si ça avait été fait comme je l'ai dit, vous auriez plutôt 150, 160 milliards aujourd'hui. J'imagine, je ne comprends pas très bien. En fait, c'était l'objectif à l'origine. Ce qui avait été effectivement, ce qui avait été calibré, c'est que pour remplir le coût de la 150 milliards, mais j'allais dire aussi peu près, il a été rattrapé par la conjoncture. Finalement, les recettes de privatisation n'ont pas été. Revenons sur ce que disait M. le gouverneur tout à l'heure, la tentation du terme des politiques. Nous n'en sommes pas une polémique aujourd'hui. Bon. En tout état de cause, voilà, les recettes n'ont pas été versées, prévues, n'ont pas été versées en totalité. Et effectivement, notre accès de l'industrie, la première en 2008, avec l'impact en 2010 de la réforme de retraite, qui, pour la première fois, a fixé un passif défini au FRR, c'est-à-dire qu'au départ, la vision a été vraiment assez long terme, au-delà de 2020-2040, donc ça nous faisait entre 20 et 40 ans de vision, sans définir précisément quelles seraient les conditions sorties et quels seraient les mouvements, mais voilà, c'était une réserve, c'était vraiment le principe de la réserve. Cet horizon vous permettait une arborescence de classes d'actifs assez large. Bon, là, après, il y a une part d'éducation que vous avez fait pour vos administrateurs pour parler des différentes classes d'actifs, les immobiliers, des actions, mais il y a une progression, une ouverture assez claire. Peut-être dans un deuxième temps, on revient justement sur les orientations que vous retenez, malgré cet horizon qui a été mouvementé. Si j'ose dire, les deux hold-up dont vous avez été victime, non, la CADES et les 5 milliards
emboulement au creux de la crise. Moi, je peux le dire, j'ai une mauvaise lunette, une mauvaise vue, j'ai cru voir de loin. Néanmoins, vous gardez un cap d'investissement de long terme important sur lequel François-Xavier. Pour représenter les Jacarco, mais beaucoup d'entre vous le connaissent, puisque nous sommes le régime de tous ceux qui ont été à un moment ou à un autre de leur vie salariés du secteur privé. Donc, ce qui fait qu'on a 50 millions de clients. Deuxième caractéristique, nous sommes un régime en répartition, mais parce qu'il est piloté par les partenaires sociaux, alors c'est l'autre définition du mot paritaire, qui se pilote à moyen long terme. Puisque la caractéristique du pilotage par les partenaires sociaux de Jacarco, c'est quand ils pilotent ce régime en répartition, ils le pilotent toujours à 15 ans. Et pour pouvoir gérer tous les aléas de l'économie et de la démographie, certes, nous sommes en répartition, on verse 80 milliards de prestations chaque année, on a 60 milliards, plus de 60 milliards de réserves pour justement lisser, c'est pour ça que sur 15 ans, sur une 15 ans, il y a nécessairement des crises, nécessairement des aléas, et donc il y a ces 60 milliards de réserves. Ça, c'est l'un des éléments de la robustesse du système. L'autre élément de robustesse du système, c'est que ça est un régime interprofessionnel. Il a une très grande assiette de cotisation, assise de cotisation. Et on l'a connu particulièrement l'année dernière, où avec le Covid, il y a des secteurs qui ont beaucoup souffert du Covid, et d'ailleurs, c'est des secteurs qui ont bénéficié. C'est vrai que tous les secteurs de la grande distribution alimentaire, je pense la dimension tous les services informatiques. Et donc, c'est vrai que la caractéristique de la Jacarco, c'est une très grande robustesse à la fois dans son assise de protection, son horizon de projection, dans l'existence de réserves qui sont investies étant en obligation par l'action. Et puis, je pourrais dire enfin par le fait que les partenaires sociaux qui pilotent les réserves ont une approche prudentielle, c'est-à-dire que les scénarios économiques qui sont retenus par les partenaires sociaux sont plus prudents que ceux des pouvoirs publics français. C'est aussi un des éléments pour garantir le caractère durable et responsable. On pourrait évoquer les sujets ESG, les sujets RSE, mais la caractéristique de la Jacarco, c'est que depuis plus de 70 ans, puisque le régime existe depuis plus de 70 ans, il a intégré dans son ADN le caractère durable et responsable, parce que c'est ce sur quoi repose la robustesse de la répartition. Alors, vous avez su constituer des réserves importantes. On va dire un mot tout à l'heure, parce que même si c'est un régime par répartition, il y a une part d'action significative, 30% des portefeuilles. Et puis, vous avez, et ça c'est une question transverse pour chacun tout à l'heure, à résister de manière assez remarquable à la période Covid, où, je le rappelle, on se doute, les cotisations ne rentraient pas, mais on payait les prestations. Et là non plus, même si l'État empruntait, non, c'est vrai, mais la chance qu'on a eue, le régime était à l'équilibre technique en 2019. Donc, quand est arrivée la crise Covid, certes, on a eu. Ça fait peut-être un creux du marché. On a eu près de 6 milliards de recettes moins. C'est vrai qu'il y avait des avances de trésorerie qui auraient pu nous donner. Les partenaires sociaux ont trouvé d'autres solutions quand on veut financier. Donc, ce qui est vrai, c'est là où l'effet réserve a joué pleinement son rôle, côté d'amortisseur de crise économique. Mais on avait des fondamentaux solides et on a une organisation résiliente, puisque quand on a déjà, je dirais, à l'équilibre avant le Covid, post-Covid, le retour vers l'équilibre est à notre portée. Ce n'est pas le cas de toutes les institutions par répartition, parce qu'effectivement, la position d'entrée avant le Covid n'était pas la même. Mais ça crée comme une robustesse et dans la conception, et dans la gestion, et dans avec différents moyens techniques. Il y aura peut-être un mot tout à l'heure, le sujet de quoi faire face. Madame Catherine, bien là. Alors, pilote les finances d'un organisme de notre fonds de pension française, l'ERAF, qui a comme un certain nombre de caractéristiques. Parce que, on regarde l'histoire relativement récente qui va être évoquée rapidement, il y a des horizons passifs très, très longs, et il y a une culture, de l'ESG qui a quand même existé en gros dès le début. Mais Catherine, un petit mot de ce qu'est l'ERAF pour certains de nous. Alors, je ne vois pas Nicolas, parce que l'ordinaire, il aime bien nous faire des traductions quasi simultanées, mais il fera probablement une traduction globale pour quelques amis qui nous suivent de l'étranger en langue anglaise. Catherine. Oui, bonjour à tous. Oui, donc l'ERAF, c'est l'établissement du... Ah, pardon.
Donc, l'ERAFP, c'est l'établissement de retraite additionnelle de la fonction publique qui a été créé en 2005 au niveau opérationnel suite aux lois Fillon. Et l'objectif de ce régime, c'était donc de créer un régime sur lesquels donc les cotisations sont assises sur les primes et les éléments additionnels de rémunération des fonctionnaires qui précédemment n'ouvraient pas droit à retraite, puisque donc, pas de cotisation, pas de prestation, puisque les fonctionnaires ne cotisaient pas sur leurs éléments de rémunération additionnelle, donc leurs primes, ce qui pouvait représenter des situations, en tout cas de perte de revenus à la retraite assez importantes. Alors, les situations sont très disparates entre des enseignants qui ont très peu de primes et éventuellement des hauts fonctionnaires pour lesquels les primes peuvent représenter 40-50% de la rémunération. Et donc, le taux de remplacement à la retraite était fortement amputé dans la mesure où il n'y avait pas eu de cotisation sur ces éléments de retraite additionnels. Donc, il a été décidé en 2005 de créer un régime additionnel, l'ERAFP, qui est un régime de retraite par capitalisation, un des rares en France. Et donc, nous gérons actuellement 41 milliards et demi d'actifs sous gestion, avec effectivement une orientation de long terme, puisque la duration du passif est de l'ordre de 20 ans. Et voilà, donc effectivement, comme Jean-Pierre le signalait tout à l'heure, l'ISR, le SD, a toujours été au cœur de la stratégie et au cœur des valeurs du régime. Nous aussi, on a coutume de dire que c'est dans notre ADN, puisque dès le départ, il a été décidé que tous les investissements, sans exception, seraient réalisés avec une orientation 100% ISR. Donc, à l'origine, ce qui a été mis en place, c'est l'ISR Best in Class. C'est-à-dire que voilà, l'idée, c'est de prendre le monde tel qu'il est, et dans le monde tel qu'il est, on investit sur les meilleurs de leur catégorie, classés au niveau sectoriellement. Je veux dire un petit peu de… C'est des sujets qu'on voit dans le… Comment tout ça a évolué. Catherine, ce que je notais, c'est la gestion, c'est aussi les flux qu'on vous retire, donc les arbitrages, toujours la semaine au moment. Un des éléments positifs pour les RAF, c'est que vous recevez un groupe à 2 milliards d'euros par an, l'ordre de grandeur, j'assume un peu, mais vous avez cette possibilité de rajouter les bonnes touches régulièrement sur les plus facilement que d'autres peut-être, mais c'est un autre élément de la dynamique de gestion. On dira peut-être un mot tout à l'heure. Pardon. Effectivement, donc nous, les cotisations représentent environ 2 milliards par an et les prestations, pour l'instant, c'est l'ordre de 350 à 400 millions par an. Mais le régime est encore en phase de montée en charge. On est loin d'être arrivé à notre maturité. Donc, en termes de cash flow à investir, ça représente effectivement si on prend les cotisations, moins les prestations, plus les flux liés aux coupons, amortissements des obligations, on a 3 milliards et demi à investir par an, donc qui sont placés sur les marchés financiers. Autre particularité du régime, donc tout à l'heure du UMR qui est un régime par point, l'ERAF est aussi un régime en point. Ceci dit, pour moi, ce n'est pas forcément une caractéristique essentielle. Les points, ce sont simplement une unité de conversion. On a beaucoup débattu au moment des réformes de Levoy, enfin des projets de réforme de Levoy sur des régimes en points ou pas en points. Peu importe, ça peut être des sacs de sel, enfin, tout ce qu'on veut. C'est une unité de conversion. On a noté que ça ne manquait pas de sel dans les propos. Les cotisations sont converties en points avec une valeur d'acquisition du point et
Inversement, donc, les points sont convertis en prestations avec une valeur de service de points. C'est juste une unité de conversion. On pourrait très bien raisonner en unité. Ok. Bon, on revient sur le côté, effectivement, le positionnement actuel face au marché avec les deux éléments qu'on évoquait dans l'entrée de jeu. Donc, c'est presque, je ne pense pas le contraire dans l'alphabétique, mais bon, j'ai une présentation en alphabétique, mais la présentation se fait plus facilement dans la présentation sur la table ici. Donc, monsieur Philippe Berthelot est président de la Caisse d'assurance vieillesse. Pardon, j'ai pas dit que Oui, non, c'est bien ça. assurance vieillesse des pharmaciens, hein, C'est bien ça. donc profession libérale, hein, tout dans la famille de profession libérale, mais qui a peut-être une caractéristique, je ne sais pas par hasard, vous êtes assis juste l'un à côté de l'autre, c'est qu'il parle de capitalisation relativement importante que vous avez développée, qui de ce fait vous donne peut-être des horizons précis importants. Et je notais aussi que la définition E et G, c'est un sujet sur lequel vous êtes plus sensible. Dites-nous peut-être un mot plus particulier. Vous êtes vous-même pharmacien, président de pharmacien, donc voilà, il y a une vraie connaissance des besoins de la population d'une manière un peu concrète et illustrée, mais comme vous le souhaitez, de la Caisse des pharmaciens. Alors, la Caisse des pharmaciens, donc, est une caisse qui a la particularité au sein du monde libéral d'avoir une complémentarité donc en capitalisation. C'est un système qui fonctionne sur deux piliers. Je dirais sur un pilier, il y a un mix répartition et un mix capitalisation, dans un rapport de 5 à 1 à peu près de la capitalisation. Et c'est une caisse donc, qui gère la retraite. C'est important, hein? Oui, c'est important. Donc, il gère l'ensemble de la retraite de tous les pharmaciens libéraux, que ce soit des pharmaciens ici ou des pharmaciens biologistes. On a 60 000 clients, voisins. On a un peu déséquilibré, c'est-à-dire qu'on a à peu près 29 000 cotisants pour 31 000 locataires. Et donc, on gère, nous, on gère un petit peu plus de 9 milliards d'euros pour ce régime de la CNP. Alors, pourquoi dans cet horizon des libéraux, pourquoi de la capitalisation? C'est assez paradoxal. Il se trouve que la pharmacie française est une profession réglementée et que la démographie professionnelle de ce fait-là est constamment mesurée. Et les pharmaciens, vous savez que les pharmaciens, on ne peut pas créer des pharmacies, on peut pas des pharmacies où on veut en France. Ce qui fait que nos anciens, dès début des années 60, se sont posé la question de cette démographie et ont considéré, à mon avis, bien fait, qu'une partie en capitalisation serait extrêmement intéressante puisque on savait qu'on ne pourrait pas, le gouverneur l'a bien expliqué tout à l'heure, qu'il y avait à la fin des années 50, au début des années 50, il y avait un rapport de 5 à 1. Aujourd'hui, on était, nous autres pharmaciens, on savait pertinemment qu'on n'aurait jamais un rapport démographique favorable, ce qui se traduit d'ailleurs dans la réalité des faits et aujourd'hui dans notre régime de répartition. Ce qui fait qu'on a lancé ce régime d'une façon d'abord optionnelle, ensuite de quoi les pouvoirs publics l'ont rendu obligatoire en 2009, puis il y a eu une réforme en 2015 qui a imposé un niveau de cotisation obligatoire sur les pharmaciens français, et je dirais qui d'ailleurs a entraîné des valeurs de solidarité et de cotisation en fonction des revenus. Alors, je traiterai de l'ESG si vous voulez par la suite, d'autant que chez nous, l'ESG, contrairement à ici, est un phénomène relativement récent. Je dirais que quels sont les avantages de la capitalisation pour les pharmaciens? Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette CAPI, entre autres, la démographie? Bon, tout d'abord, il y a un problème de soutenabilité, c'est-à-dire que je vous expliquais qu'il y a un problème de pyramide des âges en profession, et la capitalisation, c'est une réalité, nous permet de nous affranchir de cette démographie, si je puis dire. Et il y a également, le voisin l'a souligné, il y a une meilleure diversification du risque, puisqu'on s'appuie sur deux jambes, en quelque sorte, de la répartition, mais aussi de la capitalisation, et on l'a vu pendant la crise du Covid, puisque la répartition qui était assise, je dirais, sur la
sur la masse salariale a pu entraîner donc un certain nombre de problèmes pour ceux qui n'avaient pas de réserve suffisante. Donc, il est certain que le fait de mélanger ces deux régimes eh bien, sont extrêmement intéressants, d'autant que pour ce qui concerne la capitalisation, on l'a vu, c'est une problématique, on est sur un temps extrêmement long, et d'ailleurs, la capitalisation est d'ailleurs assez vertueuse pour le cotisant, puisque nous n'avons pas de problème de profitabilité, puisque par définition, on ne peut pas sortir de ce régime, et que, d'autre part, en dehors de la profitabilité, il n'y a qu'une sortie uniquement possible qu'en capital, et ce capital, qu'en rente uniquement, et non pas en capital, contrairement à la société d'assurance, et qui fait que un horizon extrêmement long de placement, ce qui est sécurisant pour nos gestions. C'est un petit peu ce que je peux dire. Ce qui est pas intéressant, et là je fais un petit peu un plaidoyer, d'une certaine façon, puisqu'on a la croisée des chemins, c'est la thématique. On s'est appuyé sur une étude qui a été publiée par Croissance Plus et l'Institut économique Molinari, qui a révélé que sur 4,7 milliards de prestations qu'on a délivrées sur une trentaine d'années, la capitalisation nous a fait économiser 1 milliard d'euros, à peu près. C'est-à-dire que ce milliard d'euros qu'on a donné aux pharmaciens, eh bien, si on n'avait pas eu de capi, soit qu'on ne l'aurait pas donné, soit qu'on aurait été amené à avoir une cotisation beaucoup plus intense. C'est que les libéraux, c'est français, sont de raisons que je ne développerai pas, les libéraux ont un taux de cotisation qui est plus faible que les salariés notamment. Ça, c'est un élément quand même particulièrement important, parce que ce n'est pas dans un petit pourcentage. C'est important, hein, un libéral, un médecin ou un pharmacien cotise à peu près à 17% de ses revenus. Pierre-Philippe, Monsieur le Président, c'est quoi la retraite moyenne d'un pharmacien? Alors, c'est compliqué. Je ne veux pas voter en touche, mais c'est compliqué parce que jusqu'à une époque relativement récente, jusqu'en 2015, vous avez vu, on avait un système optionnel, c'est-à-dire que vous pouviez cotiser au-delà un petit peu. La vraie réponse est là. Donc, vous avez grosso modo. Je poserai la question à Richard Schott pour la question des médecins, et on aura une réponse beaucoup plus précise calibrée. Bien. Compte tenu de la réponse que vous avez. C'est ma question qui est un peu stupide. On essaie d'optimiser au maximum cette faiblesse, d'une certaine façon, de la cotisation pour essayer, et c'est tout d'ailleurs l'objectif du mandat qui vient, c'est d'essayer d'optimiser au maximum la capacité de distribuer de retraite. Ok, alors, si vous voulez, on va faire un petit tour après en prenant plutôt de la gestion d'actifs telle qu'on l'a fait aujourd'hui. On a dit qu'elle est plutôt bien passée la crise de Covid et de ce qu'elle avait appliqué. Donc là, on est en train de projeter, de regarder devant. Peut-être peut-on projeter, mon cher Olivier, un joli graphique qui sur en France. Voilà. Et je repasserai la parole à Mme Pierre-Émilie Lemay. Et nous avons la projection. C'est bien comme ça marche l'après-midi. Virginie, donc, en fait, nous sommes, comme vous l'avez compris, donc des investisseurs de très long terme. Et on a un portefeuille qui est plus diversifié que la moyenne des acteurs de l'assurance. Alors là, je vous ai mis le produit phare, c'est très la répartition. Pour l'assurance, ça n'existe pas. J'ai un jeune homme qui m'a dit tout à l'heure qu'il y avait une question à poser sur l'assurance. C'est une partie de la réponse qui pourrait être faite. Mais ça tient à l'histoire, au positionnement très particulier. Mais c'est important, à plus d'un titre. Il y a les textes, mais il y a souvent aussi parfois la possibilité d'utiliser les textes, de vouloir les optimiser et de pardon. Alors, oui, la difficulté sous le régime solvabilité 2 pour les assureurs, c'est que en fonction des allocations d'actifs, on va être pénalisé. En tout cas, il y a un coût d'immobilisation du capital qui n'est pas le même selon la classe d'actifs sur laquelle on se trouve.
Nous, côté UMR, donc je le disais, on a je vous ai mis ici la répartition du régime, du plus gros régime de l'entité, qui représente à peu près plus de 9 milliards en fait d'encours, et on est à 47%, comme vous le voyez, sur des placements obligataires. Un assureur classique, il est plutôt à 80%, et si on fait le cumul du marché français, on est à 71%. Donc, on est vraiment en décalage par rapport à ce que fait le marché. On est en immobilier, on a 10% de notre portefeuille, 21% de notre allocation qui porte sur des actions. Et on a cherché de la diversification. Alors, ce qui est exceptionnel, parce qu'avec l'entrée en vigueur de Solvabilité 2, on était plutôt à 7% sur des placements actions en direct. On a vu entre 2011 et 2016, la catégorie action, les placements en action des assureurs classiques, des assureurs classiques, a fortement diminué compte tenu des tests que nous demandait la réglementation et de ce fait des fonds propres à immobiliser au regard de ces natures de placement. Donc, c'est important. Ce qui explique aussi la raison pour laquelle il a fallu que l'UMR aille se constituer des fonds propres, un volume de fonds propres qui lui permettait d'avoir cette diversification. Et puis, on a alors une diversification aussi sur de la dette privée, du private equity, de l'infrastructure, et puis des placements alternatifs pour gérer la volatilité de tous ces placements. Mais on a globalement à peu près 10% de nos actifs qui sont sur de la dette privée ou du private equity et de l'infrastructure. Donc, alors très tôt, nous, on a pris ce pari-là. Dans les années 2011-2012, on a fait des premiers investissements sur des actifs un peu plus risqués. Et on est allé chercher des points de rendement supplémentaires aujourd'hui. Pour une diversification de 3% de notre portefeuille, on va chercher 0,3% de rendement supplémentaire. Donc, on a encore l'année dernière sorti du 3% à peu près de rendement annuel sur l'année 2020 grâce à cette diversification. Ok. Voilà. Alors, et l'ISR, on l'a pris. Alors oui, c'était ma question, c'était la croisée avec la nouvelle disait là, c'est dans l'ADN historique, donc certaines personnes ne le savent pas. Et à UMR, c'est un sujet aussi considéré et intégré. Oui, c'est parce que la population des enseignants est attentive. Ah oui, alors, c'est vrai, on est challengé. J'ai entendu un président qui disait ça il n'y a pas très longtemps, il y a 2 jours, si mémoire est bonne. Mais on est en avance sur notre plan ESG. Ouais. On avait prévu, on a aujourd'hui à peu près 90% de notre portefeuille qui est évalué sur les critères ESG. Alors, ça ne veut pas dire qu'il est à 90% propre, mais en tout cas, il est évalué. Et on a aujourd'hui, on avait un objectif à horizon 2025 de moins 25% de décarbonisation de notre portefeuille. Et on a déjà atteint ces moins 25%, ce qui fait qu'on a redéfini une cible à moins 50% à horizon 2025. OK, ce qui est presque demain. 2025. Ce qui est presque demain. C'est très ambitieux. Parce que pour les placements de long terme que l'on a, évidemment, cette stratégie d'actifs qui répondent à des critères ESG modifie aussi sensiblement les catégories d'actifs que l'on va chercher. Donc, on s'appuie pour ce faire sur des sociétés de gestion d'actifs qui sont promoteurs de ces orientations de gestion. Splendide. Ma chère Selma, c'est aussi dans l'ADN du fonds de réserve. Effectivement, je dirais historiquement, de l'origine. Dès l'origine, c'est écrit dans la loi, en fait, de façon du FRR, que la gestion financière doit prendre en compte les enjeux d'investissement responsable, aussi bien l'environnement, mais le social et la gouvernance. Et c'est vrai que nous, on a appris ça par Marketo, par les banques, mais très très tôt, dès nos premiers appels d'offres, parce que notre gestion est déléguée.
ça figurait des exigences d'efforts en fait dans un moment qui était un peu embryonnaire. Enfin, c'était déjà très embryonnaire en 2003, mais on demandait déjà à nos gérants de s'engager à regarder les critères et, dans la mesure du possible, d'essayer de les traduire en décision d'investissement. On a fait un cheminement, je dirais, assez volontariste hein, sur toutes les années jusqu'à aujourd'hui, et on continue. Nos engagements, on les prend et on les formalise dans des stratégies quinquennales. La dernière en cours va nous amener jusqu'en 2022 et elle nous a fait prendre conscience en fait qu'on a fait un cheminement assez rapide et assez fort et qu'on finissait par arriver sur un plateau. Mais pour autant, on n'était pas au sommet et donc on a un vrai coup de collier à donner pour aller encore plus loin. Alors, effectivement, pour cela, on s'inscrit avec différentes initiatives collaboratives de place. On a aussi rejoint la NZAO, c'est la Net Zero Asset Owner Alliance, qui est au groupe Afrique 360 institutionnel, qui est 1 milliard d'actifs, et qui, en fait, est une espèce de force, voilà, très, très vitale, très importante, qui entraîne tous ses membres vers un progrès, en fait, parce que l'alignement de degrés sur, par exemple, notamment 1,5 degré, il ne pourra pas se faire en se laissant porter. Il faut vraiment être extrêmement volontaire. Il faut que les objectifs normés et il faut qu'on mesure la performance des efforts. C'est tout à fait. Donc, il y a différentes palettes, mais ça s'intégrait tout à fait dans notre cheminement. Donc, ça nous a amené finalement à prendre des engagements qui vont être encore plus mordants, alors qui vont très bien s'intégrer, parce que le panorama ou l'environnement est en train de changer, notamment le premier article 29 qui va demander des exigences chiffrées, mais pour à partir de 2030 et tous les 5 ans. Dans le cas de la NZAO, c'est à partir de 2025, donc nous-mêmes, on va s'engager sur ces échéances. Vous allez déjà vous entraîner à la pratique. Ouais. Alors, on va dialoguer avec les entreprises, un certain nombre d'entreprises, on est en train de finaliser notre programme et on s'est engagé à réduire de 20% supplémentaires. Donc, ça nous amènera à pratiquement 55% de diminution de nos émissions en valeur absolue sur notre portefeuille action. Et j'irai là, la nouveauté, peut-être pour nous, le pas supplémentaire qu'on a fait, c'est que maintenant, sur les gestions obligataires, on est arrivé pas seulement à demander un effort, mais à vraiment demander des résultats à nos gérants. Avec et aujourd'hui, on est entre moins 30 et moins 40%. Alors, pas de réduction à ce stade, mais par rapport déjà au benchmark, ce qui va quand même nous aider dans ces démarches globales de réduction des émissions. Alors, dans l'autre classe d'actifs est un peu évoqué du côté, en français, private equity, les gens disent, mais les gens qui écoutent dans l'autre langue, pour une bonne idée. Ces classes d'actifs. C'est tout à fait, c'est un autre sens en fait, parce que l'ESG, c'est pas seulement la décarbonation, c'est très mais pour cette classe d'actifs spécifique. Alors, nous, ce qu'on a mis en place, c'est on a choisi de n'investir dans des infrastructures que liées à la transition énergétique. Donc aujourd'hui, on a à peu près 1,5% de notre portefeuille, donc ce qui est quand même assez important. De la même manière, on a à peu près 1% de notre portefeuille qui investit en actifs immobiliers qui eux-mêmes sont très empreints finalement de ces exigences de bâtiments très économes sur le plan énergétique, avec des caractéristiques sociales également. Et des caractéristiques sociales. Parce que voilà, l'ESG, ce n'est pas que le climat, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi le social. Bon, ça passe par la gouvernance, mais il y a aussi quand même une transparence. Ça fait quasi une transition avec JR Carco, et on évoquait la crise. Effectivement, plusieurs institutions aussi avaient des fonds sociaux qui ont pu intervenir dans cette période de crise. Moi, je retenais de réunions anciennes de commission financière de la JR Carco qu'il fallait dans l'ordre aussi financer l'économie, parce que le paritarisme, les gens
syndicats, du patronat, etc. Donc, c'est quand même bien qu'il y ait du boulot pour les uns les autres, qu'il y ait des salaires, qu'il y ait une activité économique. D'où peut-être cette part que certains peuvent, les assureurs, si jamais il y avait un contrôle futur de la CPR pour les caisses de retraite, on voit l'écart de culture qu'il peut y avoir. Mais ça, je ne sais pas si c'est une idée ou une autre, mais voilà, sur une machine qui avance sur une certaine ère, il y a toujours eu une compréhension qu'il fallait investir dans l'économie et c'est une constante très ancienne. Oui, je veux dire, c'est même, on a mis la gestion d'actifs au service de la retraite par répartition. La retraite par répartition, c'est quoi qui fait rappeler les fondamentaux? Oui. C'est des entreprises et des salariés qui cotisent pour payer des retraites des retraités. Si on veut avoir un modèle robuste et solide, ça suppose avoir toujours des entreprises et des emplois pour demain et après-demain. Donc, toute la démarche que nous avons d'actifs, c'était de dire notre cœur de métier, c'est la répartition. La gestion d'actifs, elle est au service de la retraite par répartition. Au service de la capacité à faire face aux aléas. C'est le premier élément, puisqu'à un instant T, on peut avoir un décalage. Et puis au service aussi, parce qu'on est investisseur à moyen de terme. Et donc, quand on investit, on veut aussi favoriser le développement des entreprises françaises, le développement des emplois en France. Et dans les sens-là, on conforte la répartition. Donc, c'est pour ça qu'on a une gestion d'actifs qui est 70% obligataire, 30% action, justement pour lisser ces éléments-là. Et toute la démarche ISR-ESG, elle est aussi par rapport à notre assiette de cotisation qui est nationale et interprofessionnelle. Notre rôle, on a les exclusions dans le monde, mais notre rôle, c'est d'accompagner toutes les entreprises françaises dans l'évolution de leur modèle économique et industriel. Parce qu'en cela, on les accompagne à la fois dans une mission ambitieuse et réaliste, quel que soit le secteur, mais c'est aussi, j'allais dire, un choix économique, parce que si demain, les secteurs de l'énergie a réussi sa transition, je dirais sa transition économique et industrielle, c'est les emplois de demain. Donc, c'est le financement du système de protection sociale demain. Donc, c'est la robustesse de la retraite par répartition. Donc, c'est aussi un vrai choix qui est où on essaie d'être cohérent. Pour le dire différemment, on ne peut pas dire aux entreprises du secteur de l'énergie cotisez chez nous en retraite par répartition, mais on ne va pas vous accompagner dans vos investissements pour faire évoluer votre valeur. C'est la forme de cohérence ou de système qui boucle entre eux. On ne distingue pas la gestion d'actifs du modèle de cotisation obligatoire interprofessionnelle. Au contraire, les deux sont reliés, voire même se complètent et s'enrichissent pour pérenniser et pour accompagner l'évolution du modèle économique de notre pays, et donc les emplois de demain et d'après-demain, et donc derrière la retraite de chacun d'entre nous de demain et d'après. Dans une forme assez légitime. Alors, tout le monde disait en point. Exactement. Nous, on a 70 ans en point, et on s'en porte pas si bien, pas si mal. Oui, bon, c'est très bien. Du reste, j'ai plutôt l'impression qu'à une époque, on a parlé justement du point, implicitement, vous prenez peut-être un peu comme modèle. C'est dommage qu'on n'ait pas pensé à trouver une retraite complémentaire pour la fonction publique avec un régime en point. Mais ça, c'est un autre sujet, parce que nous avions, heureusement pour les primes, déjà un système qui s'est mis en place, comme Mme Pialonga nous le disait tout à l'heure. Alors, Catherine en parlait d'ADN. L'ESG, c'est aussi dès l'origine, pour vos investissements à des critères de base, et avec les horizons de passifs que vous avez, ces flux réguliers qui arrivent, que représentent par exemple aujourd'hui vos niveaux ou vos objectifs? On évoquait infrastructure, parce que dans les questions de ce matin, c'est comment est-ce qu'on finance le long terme, le public privé, etc., etc. Et puis, le financement du logement social ou du logement intermédiaire, etc. Allez, en 2 minutes 12, voire 3 minutes 5. L'allocation d'actifs actuelle de l'ERA, c'est à peu près 40% d'investissement en actions. Valeur boursière, 10% d'investissement dans et 2% alors sur la partie private equity, infrastructure, 2% décaissés, parce qu'en engagement, on est bien au-delà. Parce qu'effectivement, nous, on a démarré plus tard sur la partie private equity, infrastructure. On a démarré après 2015 parce que notre réglementation n'était pas complètement adaptée pour nous permettre d'investir sur ces classes d'actifs. Mais depuis, on essaie de se racheter, d'autant plus que c'est quelque chose
parce que c'est quelque chose qui est tout à fait en phase avec les caractéristiques de notre passif, qui est, enfin, voilà, on a un passif long, on a des flux qui sont pour nous très prédictibles, on n'a pas de sortie, pas d'option de rachat au passif comme peuvent l'avoir les assureurs. Et donc, c'était tout à fait logique d'être investi sur cette classe d'actifs qui offre également une indexation inflation. Et c'est là où ça fait également le lien avec la partie ISR, l'ESG. Je disais tout à l'heure que au départ, l'ESG à l'ERA, c'était l'ISR, c'était l'ISR best in class, et appliqué à toutes les classes d'actifs. Donc, c'était pas toujours simple, il a fallu défricher, il y avait des classes d'actifs sur lesquelles il n'y avait pas d'offres. Moi, par exemple, quand on a commencé à investir en obligations convertibles, des fonds convertibles d'ISR, ça n'existait pas. Il y en a maintenant, mais il n'y en avait pas à l'époque. Et donc, et au fur et à mesure, voilà, cette démarche ISR, elle a été enrichie. Et on a, vous avez eu un rôle donc proactif, face à la gérante. Proactif, on a été, en tout cas, constant dans notre démarche, exigeant vis-à-vis des sociétés de gestion. Et donc, on a continué à essayer d'enrichir cette démarche avec ensuite donc, des actions d'engagement vis-à-vis des entreprises. On a donc participé à des initiatives de place comme la IGCC et Climate Action 100+. Donc, il y a des actions d'engagement assez fortes vis-à-vis d'entreprises, notamment donc, on est lead investor vis-à-vis avec des actions d'engagement avec Engie et EDF, par exemple. On est support investor sur, toujours dans le cadre de la IGCC et Climate Action 100+, avec Stellantis, Renault et Total Energy. Et ce sont en tout cas des actions d'engagement qui sont assez fortes parce que sur les aspects climat notamment, les entreprises ont bien compris qu'il y avait quelque chose à faire, il y avait une tendance de fond. Donc, il y a une vraie chaîne. Il y a une vraie chaîne. Parce qu'il y a une expression, il y a des normes. Il y a une prise en compte de ces enjeux au plus haut niveau des entreprises dans le cadre de ces actions d'engagement. C'est la CEO elle-même qui a pris contact avec les lead investors pour prendre en considération les attentes de ces lead investors. Vous évoquez un point important, parce que c'est important qu'il y ait des références communes en France, mais qu'elles soient partagées au niveau international, c'est aussi une dimension qui me semble évidemment précieuse. Pour rebondir sur les propos de Patrick Durambourg tout à l'heure. Voilà, donc à côté de ces actions d'engagement, il y a aussi des actions qui se caractérisent également par qu'on est assez actif en termes de vote aux assemblées générales. Et puis, parallèlement à ça, toujours dans la volonté de poursuivre et d'approfondir notre démarche ISR, on s'est fixé un certain nombre de thématiques d'impact, et notamment en lien également avec les ODD, donc les objectifs de développement durable. Et ces thématiques, et on s'est fixé 3 thématiques prioritaires, donc, qui sont la lutte contre le changement climatique, le fait de faciliter l'accès au logement, et notamment en ce qui nous concerne, c'était une thématique qui était aussi portée par notre conseil d'administration, puisque l'objectif, c'est de faciliter l'accès au logement. Qui d'entre vous n'a pas reçu la visite d'Alain d'Horizon? C'est au logement pour les agents publics. Et troisième thématique, et non des moindres, et ça fait également le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure, c'est le soutien à l'activité économique et à l'emploi. Oui. Et dans ce cadre également, donc on intervient là directement au niveau des investissements, et dans le cadre, par exemple, des investissements en private equity, investissements dans la dette non cotée.
sur lesquels, même si ça représente, comme je disais tout à l'heure, 2% décaissés de nos actifs, on a la volonté d'aller beaucoup plus loin. Et, par les engagements déjà pris, et éventuellement un périmètre qui peut en évoluer. termes d'engagement, effectivement, les flux d'investissement pour l'année prochaine pourraient représenter 500 millions sur ne serait-ce que le private equity et l'infrastructure. OK. Voilà, et sur l'aspect lutte contre le changement climatique, on a également aussi rejoint la Net Zero Asset Owner Alliance. On vient de se fixer également une feuille de route climat qui intègre des actions d'engagement qui sont renforcées par rapport à celles que j'écrivais précédemment, puisqu'on a la volonté de faire de l'engagement avec 30 entreprises en portefeuille, pour leur demander donc, de s'aligner sur des trajectoires compatibles avec les accords de Paris. On a fixé également un certain nombre d'objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre dans notre portefeuille, à la fois sur la partie actions et obligations d'entreprise, mais également sur l'immobilier, qui est assez important en termes d'action et de budget. L'objectif est que là aussi, l'immobilier soit aligné sur des trajectoires. Écoutez, ma chère Catherine, on fait un tour d'horizon des activités assez rapide. Je vais passer la parole à Philippe Berthelot rapidement. Je crois que certains d'entre nous ont des engagements pour devoir nous quitter parce que le monde est ainsi fait. Cher Virginie, parce qu'effectivement, s'il faut y aller, il faut y aller. La question aussi au président d'une caisse de retraite de profession libérale, donc ici, plus bien sa population, l'évolution de ses besoins. Bon, ça peut peut-être être illustré par un ou deux exemples concrets, un vrai ou deux vrais exemples. Moi, j'en connais deux, trois, je pourrais les dire, mais bon, je suis pas sûr. Moi, je pense que c'est quand même très illustratif. Important, oui. En fait, si vous voulez, bon, c'est assez épais, hein, je vous l'ai dit, pour rappeler quand même, grosso modo, c'est positionné 9,5 milliards d'actifs, à peu près 5,8 milliards d'obligations, 2 milliards d'actions, 1 milliard d'immobilier. On investit à chaque fois qu'on construit des immeubles, on fait effectivement des immeubles basse calorie, et on a, et je pense que c'est là où vous voulez en venir, 800 millions sur des fonds de private equity, et notamment, je vais vous développer effectivement avec des définitions de proximité, avec des définitions. Oui, tout à fait. En ce qui concerne la charte ESG, quand même deux mots, on a le conseil d'administration de l'unité a voté une charte ESG en 2017. Donc, on respecte, mais on fait de l'ESG intégré, certifié, privilégier les entreprises qui améliorent la gestion ESG. On a également, à travers ces fonds, souhaité investir au plus près de l'économie, et puisqu'on fait de la capitalisation, on a souhaité intervenir dans des entreprises qui sont au niveau des territoires. Premièrement, tous les ans, on dépose à peu près 20 millions d'euros pour aider les pharmaciens, les jeunes pharmaciens qui achètent les pharmacies, à les aider, et on intervient à peu près à hauteur de 40% sur l'ensemble du territoire national. C'est qu'il y a les pharmaciens qui prennent sa retraite, qui cèdent leur pharmacie. Donc, c'est un modèle vertueux. Vous aidez les jeunes, donc c'est les deux côtés de la chaîne. Les anciens qui ont cotisé, bien une partie de leur fonds sert à aider les pharmaciens, donc sur l'ensemble du territoire national, ce qui maintient le maillage. Et on a récemment financé une pharmacie à Denain. Denain, c'est dans le 59, c'est un endroit extrêmement pauvre, qui avait du mal à trouver des financements bancaires, des concours bancaires. On l'a aidé, et donc on travaille sur les officines évidemment, qui sont viables. Mais c'est l'argent de nos confrères. Mais en tout état de cause, on intervient donc au plus près du terrain. Deuxième point, on intervient via des fonds sur des entreprises réelles, et je vais vous amener un presse-et-tout. Un presse-et-tout. Mais encore. Presse-et-tout, ça c'est. C'est vous proposer un joint. Voilà, ça, je vous propose un joint. Les pharmaciens, présentez le joint. Et en fait,
si vous voulez, on a investi à travers une entreprise de la Moselle, entre autres, hein, qui est une entreprise qui fait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à peu près, qui fabrique ce genre de truc qui est servi pour presser les câbles électriques. Et grâce à l'apport en fonds qu'on fait, eh bien, ils ont pu moderniser leur ligne de production. Et ce qui est assez intéressant à voir près de l'économie, c'est que le pharmacien de l'île de Boulay, en 1957, eh bien, quand il cotise, une partie de ses cotisations sert à améliorer l'entreprise qui est à côté de chez lui et qui développe. Donc, il y a des gens qui connaissent chez lui. Enfin, lui, c'est pas. Hein, non, mais pas, c'est une réalité. Deuxième exemple, c'est qu'en Corrèze, les pommes, eh bien, on a investi à une certaine époque et on a investi dans l'entreprise Valade. Qui fabrique des Valades, c'est une entreprise qui fabrique des dérivés de pommes. On n'est pas dans la compote. C'est une entreprise qui représente à peu près 250 personnes qu'on a développée, donc on a aidé à développer. Et de la même façon, on irrigue donc les territoires. Donc voilà, donc 800 millions, c'est deux exemples, mais si vous voulez, 800 millions quand même, c'est pas neutre. Ah oui, c'est notre caisse. Donc ça, c'est vraiment du S. Léger. Et donc, on participe. De toute façon, les investissements sont priorisés dans ce domaine-là. Et je dirais que sachant que la première responsabilité de la CP, ça reste une filière très définitive. Mais tant que faire se peut, je pense que si on avait des fonds de pension, 6 fonds de pension, oui. On avait des fonds de pension plus généralisés. Je pense à des pays comme le Danemark, des fonds de pension qui représentent 200% du PIB. Et le gouverneur rappelait tout à l'heure la moyenne. Je pense que les États-Unis sont à 5%. Regardez le Canada, l'Australie, la Je pense que si on avait ce genre oui, Nicolas, des chiffres précis sur ces pays. ce genre de prêt, c'est tout. On développerait pas mal d'entreprises. Ok, grand merci, ça me paraît très illustratif. Alors, j'avais 2 questions, mon cher Henri, monsieur Henri Chaffiol. Alors, comme la caméra prend là, peut-être une question, un complément de positionnement sur la présentation qui est faite. Donc, caisse autonome de retraite des médecins de France, haute caisse de profession libérale, qui a su aussi constituer des réserves en son temps avec l'objet. Donc, c'est la répartition provisionnée, un petit mot de ce que ça représente. Rapidement, puis j'ai une autre question à ma gauche, ou une question à gauche. C'est Ici, j'ai trouvé un assiette. Henri. Alors, la caisse de retraite des médecins présente la répartition provisionnelle. Et ça, je suis presque 30 ans, puisque nous avons réformé notre régime complémentaire en 1996 pour constituer des provisions face aux variations démographiques de la démographie médicale liée en particulier au numerus clausus, qui est un grand sujet médical, c'est le numerus clausus. Il n'y en a plus aujourd'hui. Pour le médecin, alors effectivement, donc, pour l'avenir, on sera heureux dans 15-20 ans, parce que quand tous les médecins formés aujourd'hui prendront, les jeunes entrants dans les études s'installeront, parce que ça prend 15 ans quand même pour qu'un jeune médecin s'installe après avoir commencé ses études. Et donc, effectivement, on a été victime d'une numerus clausus des pouvoirs publics qui, pour réduire les dépenses médicales, avait trouvé le moyen de dire pour réduire les dépenses médicales, il faut réduire le nombre de médecins. Et que c'est quand même les patients qui sont les demandeurs de soins. Donc, on a été obligé, effectivement, on avait prévu cette réduction du nombre de médecins et donc on a constitué les provisions depuis 1896 pour maintenant, depuis 2 ou 3 ans maintenant, nous étions en excédent technique dans nos régimes de retraite et nous sommes depuis maintenant déficit technique et ce sont les réserves qui vont… Les populations vieillit et le nombre de cotisants, c'est vraiment une projection sur très long terme puisque nos déficits vont durer jusqu'en 2035.
Donc, il faut que nous tenions, effectivement, on a fait en sorte de calibrer nos réserves pour tenir ces années de déficit technique, sachant qu'à partir de 2040, la démographie du fait de la suppression des numerus clausus va considérablement s'améliorer pour les médecins. Voilà, donc, ces réserves, comment les gérons-nous? C'est-à-dire qu'on est un peu comme M. Jourdain, on fait de l'ESG sans le savoir, avant que ça soit formalisé. Donc, effectivement, sur l'aspect social et gouvernemental, c'est évident, social et gouvernance, pardon, c'est évident que, effectivement, pour avoir des bonnes entreprises, il faut qu'elles soient une bonne politique sociale et qu'elles soient bien gérées. Sur l'aspect environnement, effectivement, c'est un sujet qu'on n'a pas encore pris à bras-le-corps, mais bon, la question qui se pose, c'est est-ce que l'aspect environnement et l'aspect climat en particulier, ce sont aux institutionnels, même s'ils peuvent apporter leur contribution, de changer le monde. Moi, j'estime qu'en matière d'environnement et de climat, la responsabilité première, elle appartient au gouvernement. Politique, c'est ce qu'on a fait ce matin. C'est ce qu'on a vu ce matin. Alors, effectivement, nous suivons, d'autant plus que maintenant, les sociétés de gestion ont de plus en plus des politiques ESG. Donc, je pense que dans quelques années, il n'y aura plus que de l'ESG partout. Donc, je veux dire, ce ne sera pas discriminant. Mais est-ce que nous pouvons vraiment, je fais un pavé dans la barre, est-ce que les investisseurs institutionnels ont vraiment un moyen d'action efficace sur l'environnement, le climat et toutes ces questions? Aussi tout à l'heure, il faut qu'il y ait des normes qui soient applicables. Alors, avant, effectivement, déjà, on voit la multitude des sociétés de conseil en matière de SG, etc., effectivement, qui au passage se font des confortables honoraires. Pour le moment, il n'y a pas de normalisation de l'ESG. Donc, la première nécessité, ce serait d'avoir une norme. Et qui dit norme dit soit accord entre les parties, soit mesure gouvernementale. Mais c'est vrai qu'au-delà des bonnes intentions, les gouvernements n'ont pas beaucoup de contraintes pour les investisseurs en matière de ESG. Bon, donner une information sur ce qu'on fait en ESG, dire ça jamais, ça améliore l'image. Mais ça n'a jamais contribué effectivement à éliminer les sociétés polluantes. D'autant plus que si les investisseurs institutionnels ne financent plus, par exemple, les producteurs de charbon, les producteurs de pétrole, etc., l'investissement privé prendra le relais et sera beaucoup plus rentable dans la mesure où, effectivement, on est dans des situations de corner avec des besoins qui sont encore pendant de nombreuses années sur les énergies fossiles. Je prends l'exemple du prix de l'essence. Bon, le prix de l'essence augmente. Le gouvernement a dit dire c'est très bien, ça va dans le sens d'une politique environnementale. Ah ben non, il dit ben non, on va donner aux citoyens de l'argent pour leur permettre de payer l'essence. Voilà. Donc, on est en pleine contradiction. Pouvoir d'achat, c'est juste. Ah oui, mais le pouvoir d'achat, c'est la même chose. Donc, tant qu'on aura besoin de certains services et de certaines productions, on sera bien obligé de faire avec. Hein. Donc, cette transition ne peut être que longue. Monsieur Chapot, mille merci de cette intervention qui montre encore la richesse de cette mosaïque que l'on fait du monde de la retraite en France. Juste un petit mot de rappel, j'ai une question à ma gauche, je me camarade de venir aussi ici. Quelle est la part des actions dans un portefeuille comme celui de la CAF? Alors, nous avons environ 45% d'actions. Malgré cet horizon passif qui se... oui, mais notre réglementation nous impose d'avoir au moins 34% de produits obligataires. Donc, effectivement,
obligations, soit obligations d'État, on n'en a presque plus, parce que qui voudra investir dans des obligations en négatif, on a des obligations corporate, privées, du haut rendement, et des obligations converties. Donc, on a 45% d'obligations et 20% d'immobilier. Ouais. Si un actif Oui, réel. c'est un vrai positionnement. On mesure pas comme on a des positionnements très différents. Mais on a aussi un passif à long terme qui se réduit, mais qui reste à long terme. Bien, alors on prend une dernière question, sauf qu'il y a une autre qui va se manifester, parce que j'ai promis Nicolas, moi peut-être dans les temps, dans 5, je vais faire comme Nicolas, on a 7 minutes et demie, 4 minutes, mais peut-être je te présente, merci, un mot, et tu interviens avec une autre, moi, ça va être une autre beaucoup plus lecture rapide que Henri. Donc, je suis Eleonore Biono de chez Columbia Trinidad, et je ne vais pas parler d'ISG parce qu'on en parle toujours beaucoup. Mais vous avez évoqué les actifs réels, l'immobilier, l'infrastructure, le private equity, le private debt. Et on parlait ce matin qui sont bas, probablement bas, peut-être pour très longtemps, on ne sait pas. Là, on pense souvent qu'ils vont être bas. Et de la nécessité d'aller capter de la prime de liquidité. Parce que les actifs réels, c'est de la prime de liquidité, c'est du rendement et vous en avez besoin. Alors, j'apprécie parce qu'il y a une grande variété de régimes présents aujourd'hui. Vous avez des natures différentes avec forcément des organisations différentes. Des passifs différents, des horizons d'investissement différents. des assureurs, la retraite, il y a aussi d'autres. Et des gouvernements et des réglementations différentes. Et moi, je voulais, alors c'est peut-être une question pour laquelle il faudrait pas tout le temps, mais vous évoquez tous votre volonté d'investir dans ces classes d'actifs illiquides. Est-ce que vos réglementations sont suffisantes et vous permettent de faire autant que vous plaît? Parce que on compare la France aux Néo-Zélandais, aux Australiens, aux Danois, aux Suédois. Moi, je travaille avec mes collègues, des clients institutionnels à l'étranger qui ont des centaines de milliards à investir. Et on est toujours en tant que commerciaux. On ne fait pas le même métier avec les institutionnels français que l'on fait et que mes collègues font avec les institutionnels européens. Donc, c'est une question un peu générale, mais est-ce que vous pensez que si les réglementations étaient plus souples, vous pourriez faire plus, ou vous êtes déjà, vous avez encore de la marge, et comment vous pensez déployer ces actifs? Je fais une remarque préalable. Peut-être que Nicolas pourrait nous dire 2 mots et on fera la conclusion en nous disant qu'est-ce que les illustrations. On avait quelqu'un de la Suède tout à l'heure, on avait Jerry sur l'Australie, etc. Mais moi, ce que je reviens sur ce qui était évoqué tout à l'heure, c'est que globalement, les encours retraite dans les différentes structures additionnés, ça ne fait pas grand-chose. Alors, ça fait loin de le compte. Donc, après, du pourcentage sur entre les pensionnistes ou non, mais ce qu'on fait en démultipliant sur un petit pourcentage d'un plus gros, c'est pas la même chose, mais je crois que c'est une question de fond, le cadre réglementaire. On a le même cadre réglementaire pour les compagnies d'assurance. Solvabilité 2, on a vu Virginie Lemay vous a expliqué qu'il y a quelques assureurs qui considèrent que la part de conforme, c'est dans plus de l'habitude, etc. La marge par rapport, je crois, si je puis me permettre cette réponse au contrôle de Nicolas, et globalement. Catherine. Mais moi, je veux bien répondre oui. à la question. On s'est posé la question récemment. Nous, notre réglementation, c'est en tout cas sur la partie private equity infrastructure, a fixé une limite à 5%. Je disais tout à l'heure qu'on était à 2. Ceci dit, on a fait un certain nombre de projections. 5%, c'est énorme, parce qu'il faut être très volontariste quand même. En termes d'engagement, on envisage peut-être de monter à 500 millions l'année prochaine et pour les années à venir. Il y a quand même une règle en matière de private equity d'infrastructure qui est de lisser les millésimes. Oui. Et donc, à 5%, compte tenu du volume qu'on envisage d'investir, compte tenu de ce qui est remboursé, et des retours sur investissement, on ne pense pas qu'on va le saturer avant longtemps. Donc, nous, cette limite-là, elle nous convient pour l'instant. Par ailleurs, alors c'est vrai qu'on a une réglementation sui generis,
on n'est pas soumis à solvabilité 2. Bon, on utilise quand même dans nos normes, nos règles de pilotage interne, des éléments issus de la réglementation solvabilité 2, mais on n'est pas soumis à solvabilité 2, donc ça nous donne une plus grande liberté. Mais voilà, par rapport à la question qui était est-ce que la réglementation actuelle vous convient? Nous, on considère qu'actuellement, elle nous convient. Et si d'aventure demain ou après-demain, les limites étaient trop contraignantes, on envisagerait éventuellement de les faire bouger. Je vais demander peut-être à Catherine, oui, merci, parce que c'est une vraie illustration. Et puis après, il y a toutes les doivent peut-être aussi faire une courbe de l'apprentissage de ce métier, c'est comme des classes actives un peu spécifiques, etc., etc. Et tout le monde n'a peut-être pas non plus la taille. Il faut regarder ça, je crois. Monsieur Selleray. On est dans la même réflexion. Pour donner un ordre d'idée, on s'est dit on va faire je veux aller sur cet élément-là. On fait une première tranche de 200 millions d'euros sur un fonds de prêt à l'économie. On l'a lancé il y a 3 ans. On ne l'a toujours pas complètement déployé, faute de support. Mais dans un monde où tout le monde veut aller, il y a une masse de mutualité, quels sont les actifs sous-jacents. Il y a une caractéristique française, c'est-à-dire qu'il faut changer la réglementation. Non, en France, tout le monde veut aller sur cette là. Personne n'a envie de prendre des risques inconsidérés, d'où l'importance d'estimer, il faut bien faire les choses, parce que ce n'est pas notre argent, c'est l'argent des Français. Donc, quand on investit l'argent des Français, ça serait notre épargne personnelle, ça serait différent. Quand on investit l'argent des Français, ça nous donne une responsabilité importante. L'autre élément, je disais, on dit en France, on manque de réserve. On ne manque pas d'épargne. Non, on ne manque pas d'épargne. Je pense que l'un des enjeux, c'est plutôt comment l'épargne des Français collectivement, mais là, je sens un peu mon rôle, notamment tout ce qui est fondation en vie, va sur le financement de l'économie réelle. Mais si on veut avoir une vision globale, comparaison internationale, certes, c'est une question de comment notre épargne est allouée. Mais la première question, c'est qu'on doit être le pays d'Europe, deuxième pays d'Europe par le taux d'épargne le plus élevé. Donc, stock d'épargne. Voilà, un stock d'épargne. Donc, juste pour dire que dans ces questions-là, le sujet de la réglementation, ça renvoie beaucoup plus à la question du temps de déploiement, de désimer, d'avoir des actifs sous-jacents. Après, c'est un débat de sourcing historique. Enfin, on connaît tous ces éléments-là. Mais les questions de comparaison, dernier point, la France a fait le choix de la répartition après la Deuxième Guerre mondiale, parce que les premiers fonds de retraite en France étaient par capitalisation dans les années 20. Ils se sont fracassés sur la crise de 29 et sur la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, quand on évoque aujourd'hui les questions de pension, il faut se rappeler que le choix de la répartition, c'est un choix assez pragmatique et pas du tout un choix. Donc, et que si on voulait évoluer, il faut 2 à 3 générations. Donc, c'est d'où la question de la réallocation de l'épargne, qui déjà donnerait des leviers supplémentaires sur des questions d'outils de souveraineté économique. Si on renvoie à la question de la souveraineté ou comment on investit dans l'entreprise française. Sur l'épargne, monsieur le gouverneur Jacques de la Rosière évoquait tout à l'heure les travaux de l'Observatoire européen de l'épargne. Vous avez présidé donc jusqu'à l'année dernière. Et effectivement, ce qui distingue la France, et dans l'assurance vie, il y a dans le paquet d'autres placements, mais ce qui distingue aussi la France, c'est peut-être un peu l'air, c'est souvent la faible culture financière de l'épargne de ces acteurs. Je demande à mon jeune camarade Nicolas Firzi d'avoir la gentillesse de me rejoindre, parce que je voulais déjà vous remercier. Les mots de remerciement, bien sûr, j'associe mes équipes et du Centre des professions financières pour un important travail amont de la préparation de cette réunion, et bien sûr l'Académie de comptabilité, bien sûr Vincent, Nicolas, Olivier, les équipes World Pension. Je voulais juste aussi rappeler aux uns et aux autres, comme je vous dis un peu, je dis parfois aux uns ou aux autres, les cahiers du centre. Là aussi, je suis votre serviteur pour, si vous souhaitiez que l'on puisse publier le point de ces réunions-là, de ces travaux, je le fais volontiers parce qu'effectivement, l'important de la pédagogie, c'est de venir et d'essayer d'informer sans polémique, avec un maximum de clarté. En tout cas, vous avez grandement contribué je crois à ça cet après-midi, donc encore un grand merci. Nicolas, il reste 12 secondes pour faire la tâche. Yeah, we're going to keep the French panel 1 more minute because I'm going to try to do a 55 seconds executive summary of the La traduction en 30 secondes. Il y a Nicolas. It is contrasted, as we say in French, because nominally, facially, if you look at the assets
of the French pension industry defined very broadly, we look smaller than our Dutch, British, or Scandinavian peers because of the PAGO pay-as-you-go system. So it's not the French fault, it's the way it's designed. And of course, after the Second World War, we went that way for pragmatic reasons, but it wasn't meant to be thought because even 19th century French economists believed in invested pensions. It's a different debate. But to make an assertion, it is contrasted, but there is hope. So another note of cautious optimism, because of course, as Chairman Jacques Larosière said earlier, and Jean-Pierre Moreau said earlier, so there is hope because the savings of your average Frenchman, l'épargne, is actually not bad and quite higher than the OECD average. So if you bring back, si on réintègre savings into the picture, the overall situation of French retirement isn't that bad. So there is hope for the future. Merci beaucoup. Thank you very much. Thank you very much.